Hello à tous, hello à toutes. Donc après avoir exploré les reliefs du Rhône, cap sur le Languedoc, l'un des plus vastes et anciens vignobles de France. Donc comme vous le voyez, hein, entre mer Méditerranée et contrefort des Cévennes, ces terroirs variés façonnent des vins riches, solaires et profondément ancrés dans l'histoire. Donc j'espère que vous êtes prêts et prêtes à plonger dans ce petit joyeux occitan. Donc sans plus tarder, on va commencer cette masterclass du vignoble du Languedoc et dans un second temps, on fera celui du Roussillon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai investi dans un petit micro cravate pour optimiser la qualité de l'audio et des vidéos. Donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Mais voilà, VinoSpace évolue et c'est avec ces petits outils qu'on fait de notre mieux. Allez, quelques informations clés pour commencer. Les départements concernés du vignoble du Languedoc, qui s'étend principalement sur trois départements. Alors, pour vous les montrer, donc l'Hérault, le 34, de Sète au sud jusqu'à Clermont-Lérault au nord, qui est le cœur historique du vignoble. On a également l'Aude, où il y a Carcassonne, bien sûr, du Minervois au Caberdès, berceau cathare, et le Gard au nord, autour de Nîmes, de Costières à la Camargue, plus vers la Méditerranée, entre Garrigues et Plaine. Mais on peut y ajouter quelques îlots viticoles en Aveyron, dans cette zone, et également en Lozère. Mais l'essentiel se joue sur ces trois territoires, ces trois départements. On va faire un peu de rétrospection historique concernant ce riche vignoble. Les premières vignes fleurissent ici dès l'Antiquité avec les Grecs à Massalia, donc l'actuelle Marseille, et les Romains via la Via Domitia ou Domitia. Au Moyen Âge, les ordres religieux Cluny, Cîteaux structureront les grands domaines et du commerce médiéval du vin au marché parisien jusqu'à l'essor du vin de pays au XXe siècle. Le Languedoc reste un carrefour de tradition et d'innovation. Et petite anecdote, le chemin de fer, euh, qu'est-ce que je sous-entends derrière ça? Je vais vous montrer une petite photo. Donc, savez-vous qu'en 1857, l'inauguration de la ligne du chemin de fer Narbonne-Paris a littéralement métamorphosé le Languedoc et ses vins. Avant, ces vins circulaient péniblement par la Méditerranée ou la voie terrestre, et avec le rail, les barriques pouvaient être expédiées en quelques jours jusqu'à la capitale. Résultat, on a surnommé le Languedoc la cave de Paris, un tournant qui a propulsé ces vins bon marché et abondants sur tout le marché français, donc forgeant une réputation populaire du vignoble pour plus d'un siècle. Donc c'est la date, donc c'est 1857. En termes de superficie, le Languedoc-Roussillon, et je parle bien du Languedoc-Roussillon, je n'ai pas pu trouver de data propre au Languedoc concernant les vignes plantées. Aujourd'hui, environ 200 000 hectares de vignes contre près de 300 000 hectares au début des années 1970, soit une baisse de 25%, un peu plus, en un demi-siècle, conséquence des arrachages massifs et des reconversions culturelles. Et à ce jour, on recense un peu plus de 14 000 d'exploitations viticoles dans l'ex-région du Languedoc-Roussillon, dont l'essentiel se concentre dans le Languedoc, où j'ai trouvé des chiffres, un peu plus de 12 000 domaines dédiés à la vigne et le vin. Et en termes de tendance de vente, sur le plan national, le Languedoc enregistre un recul de moins 8% de ses ventes domestiques entre 2019 à 2023. À l'export, entre mai 2023 et avril 2024, on note une baisse de moins 15% en valeur. Cependant, le segment premium des vins à plus de 7 euros bouteille a progressé de plus de 20% sur la même période. Donc les consommateurs boivent moins mais veulent des vins supposés de meilleure qualité. Et enfin, avec plus de 20 000 hectares en bio, soit à peu près 10% du vignoble du Languedoc-Roussillon. Donc c'est l'une des locomotives françaises de ces pratiques et aussi des vins nature, reflet d'une clientèle toujours plus attentive aux pratiques culturelles. En termes de terroir et géologie concernant le Languedoc, on retrouve plusieurs socles, dont le Massif central et la forêt noire. Excusez-moi pour les Alsaciens, la montagne noire située à Faugères. Alors pour vous situer, donc le Massif central poursuit jusqu'au Pic Saint-Loup et les terrasses. Et quand je parle de montagne noire, c'est la grosse partie qui est juste au-dessus de Faugères et Saint-Chinian. Donc on retrouve des schistes, du granit, du gneiss, donc à forte altitude.
Le Causse et plateau calcaire principalement au-dessus du terrasse du Larzac, des roches jurassiques, marnes, dolomies, les bassins alluviaux et terrasses, donc présents dans l'Hérault et l'Aude, donc des sols limoneux sableux, et le volcan ancien plutôt vers Minervois et Corbière, donc on retrouve des basaltes. Et après, bien sûr, plus on se rapproche de la côte, les vins de sable, donc sableux et sablo-argileux, présents le long des plaines de l'Hérault jusqu'à l'Aude. Ensuite, on va parler de climat. Le climat est typiquement méditerranéen, vous en doutez bien. Soleil généreux et pluie modérée. La tramontane aussi, qu'on retrouve en Corse, et la brise marine assèche rapidement le feuillage, limitant les maladies. Les étés sont longs et chauds, très chauds, je peux vous le dire. Je suis un peu plus haut sur Montpellier, pas Montpellier même, mais un peu plus haut, direction le Pic Saint-Loup précisément. Et il fait très chaud, parfois pour les maturités du Grenache et de la Syrah, tandis que les hivers restent doux, avec tout de même de grosses amplitudes thermiques quand on monte vers les terrasses. En termes de relief et paysage, alors j'ai peut-être une petite photo, voilà. Là on est dans les terrasses, donc on va retrouver des plaines littorales, hein, vignobles plats proches de la mer, et des collines et coteaux, notamment les terrasses, le Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, c'est pas très en altitude, mais plutôt Faugère, des pentes douces sur schiste notamment, et calcaires pour les terrasses, des plateaux élevés, le Causse et la montagne noire jusqu'à 800 mètres d'altitude, et des vignes entourées de garrigues. Voilà, vraiment, c'est un amphithéâtre de garrigues. On se balade dans les vignes, ça sent vraiment, pour le coup, la garrigue qui se retransmet dans cette palette aromatique des vins du Languedoc. Généralement, ce timbre solaire et de garrigue, de romarin et de thym. Et enfin, j'ai peut-être voilà. Et là, vous avez le Pic Saint-Loup sur votre gauche, et à votre droite, c'est la plaine de l'Ortus. Donc le prolongement, la fin du massif central. Voilà, je voulais vous montrer quand même le prolongement de l'Ortus, donc la fin du massif central. Et à votre gauche, vous avez le Pic Saint-Loup. Donc voilà. Et vous avez la vallée donc, qui regroupe l'AOP du Pic Saint-Loup. Concernant les cépages et les couleurs, ces chiffres donnent un aperçu de l'équilibre des couleurs en Languedoc, où la dominance est rouge, reste majoritaire à 60%, mais les rosés et blancs jouent un rôle non négligeable dans la diversité des vins de la région, donc 19% en rosé et 20% en blanc. En termes de cépages rouges, on va retrouver le Grenache, bien sûr noir, la Syrah, le Mourvèdre, le Carignan, le Cinsault. Donc on va retrouver beaucoup d'assemblages, très peu de monocépages. Parfois on retrouve des 100% Syrah, mais ce n'est pas officiellement revendiqué par les vignerons du Pic Saint-Loup, puisque oui, la Syrah est reine dans le Pic Saint-Loup. On verra les restrictions par AOP quand on parlera d'appellation. Donc on retrouve le Carignan, le Cinsault, et après des cépages accessoires, le Donneur Pelu, Counoise, Alicante Boucher, Aramon, et plein d'autres encore, mais qui restent très confidentiels. Et les cépages blancs, on va retrouver le Grenache blanc, bien sûr, la Clairette, un peu moins, je dirais un peu plus de Roussanne et Marsanne en assemblage, du Vermentino, beaucoup, le Carignan blanc, le Picpoul blanc, célèbre cépage du Picpoul de Pinet, le Bourbolinque et le Terret blanc. Alors on ne dit pas Terret, on dit Terrette, Bourrette. C'est comme ça que les vignerons, notamment à Faugère, le prononcent, notamment Didier Barral. Donc on dit le Terrette Bourrette. Allez, direction les appellations uniquement du Languedoc. Donc on va retrouver l'AOC Languedoc en 2007, qui peut bénéficier de la mention primeur et nouveau. Donc c'est l'appellation générique de la région. Cependant, on peut retrouver 11 villages en dénomination géographique complémentaire, DGC, qu'on peut mentionner en plus de Languedoc et noter le village. Donc je vous les mets là. Chacun a un cahier des charges très précis, notamment Pézenas, Cré de Montpellier, Sommières, uniquement rouge, Montpeyroux également. Alors, j'ai une petite info peut-être exclusive. Montpeyroux a
a gagné son indépendance, il me semble, il y a une semaine. Donc nous sommes le 1er juillet aujourd'hui. Et il faudra fact-checker, mais je suis sûr à 90% que mon Pérou, pas forcément sur le millésime 2025, mais peut-être 2026, pourra être indépendante comme les terrasses du Larzac et le Pic Saint-Loup, qui étaient auparavant des dénominations géographiques complémentaires du Languedoc. Ensuite, on va retrouver l'AOC Clairette du Languedoc en 1948, où la mention possible rancio, donc rancio est possible pour les vins doux naturels, donc né en 1948, valorise essentiellement le cépage Clairette avec une option rancio et couvre 11 villages également historiques en dénomination géographique du bassin éroté, donc du Bosque jusqu'à Saint-André de San Dionis, donc là où on peut faire des vins doux issus de raisins surmûris et partiellement oxydés. Ensuite, on retrouve l'AOC Limoux. Donc, pour vous situer un petit peu, Limoux, c'est vraiment dans les contreforts, derrière la montagne, bien derrière la montagne noire, derrière Corbière. Donc, et la Clairette du Languedoc juste ici, mais qui couvre 11 villages tout de même. Où le rouge est essentiellement du Merlot et le blanc du Mauzac. Alors, pas 100%, on peut faire des assemblages, mais ce sont les deux principaux cépages qu'on doit respecter pour le cahier des charges. On retrouve également l'AOC Blanquette de Limoux, où on peut faire deux méthodes, ancestrale, où on va respecter 90% de Mauzac dans le cépagement, et la méthode traditionnelle, 100% de Mauzac. Donc quand vous voyez Blanquette de Limoux, il sera mentionné traditionnel ou ancestral. Et enfin, on retrouve le Crémant de Limoux, où la méthode est traditionnelle. Cependant, la différence, c'est que la Blanquette de Limoux était à 100% Mauzac. Celle-ci, on peut faire un assemblage avec du Chardonnay, par exemple. Enfin, on retrouve l'AOC Picpoul de Pinet en 2013. Donc, le Picpoul de Pinet se retrouve au bord de l'étang de Thau et de Bouzigues, près de Sète. Donc, essentiellement à partir du cépage Picpoul. Suivons avec les deux grandes étoiles du Languedoc, l'AOC Pic Saint-Loup, reconnue tout récemment en 2017, qui est la dernière AOP du Languedoc, où on doit respecter minimum 50% de Syrah avec une obligation d'assemblage. Et comme je l'ai dit, les producteurs ne respectent pas tout le temps cet encépagement, puisqu'ils veulent valoriser au mieux la Syrah du Pic. Et l'AOC Terrasse du Larzac en 2014, où les cépages principaux doivent représenter un minimum de 75% et ne doivent pas dépasser 80% de l'assemblage total. Donc on va retrouver le Grenache noir, la Syrah, le Mourvèdre et le Carignan noir. Petite information également exclusive, c'est l'avantage quand on est sur les lieux. Les Terrasses du Larzac, là c'est approuvé, l'INAO a approuvé, donc celle-ci existait uniquement en rouge, le Pic Saint-Loup rouge et rosé, et l'AOC Terrasse du Larzac va bénéficier du blanc pour être reconnu en tant qu'AOC. Donc pour vous situer géographiquement, on a le pic proche de Sommières et les terrasses où il y a le Cos, l'Odève, voilà. Et après on arrive sur le pont de Millau, si vous connaissez un peu, qui est situé juste ici au-dessus de Montpellier. AOC La Clappe en 2015. Donc la Clappe est située au sud de Béziers, proche du littoral. Essentiellement donc les trois couleurs, rouge, blanc et rosé. On a l'AOC Faugère en 1982, où la proportion du Carignan doit représenter un minimum de 40% en rouge. Donc Faugère est juste derrière la montagne noire, donc on va retrouver beaucoup d'altitude et bien sûr on va valoriser la géologie du schiste. Son confrère AOC Saint-Chinian, où on peut faire les trois couleurs également. Il y a deux dénominations géographiques à connaître, Berlou et Roquebrun, qui ont des élevages un peu plus prononcés d'un minimum de 15 mois, uniquement en rouge. Donc vous avez Saint-Chinian, Berlou vraiment un peu plus dans les contreforts, et Roquebrun entre Faugère et Saint-Chinian. On retrouve l'AOC Minervois en 1985, où il y a une dénomination, non c'est pas une dénomination, c'est une AOP indépendante, qui est située vraiment, donc Minervois qui est là, et la Livinière qui est vraiment un peu plus au centre
C'est comme si je vous donnais un exemple de bois ordinaire en cognac et la Lévinière, ça va être la petite Champagne, si vous avez la référence pour les Charentais. Donc on va retrouver aussi AOC Corbière en 1985. Vous voyez qu'il y a eu pas mal de... Enfin, il y a eu le Minervois et Corbière en 85, ou également comme la Lévinière Corbière-Boutonnac, qui est une AOC indépendante, un peu au centre de Corbière. L'AOC Fitou qui sépare le Roussillon et le Languedoc au sud de Corbière, où on peut faire que du rouge en 1948. L'AOC Cabardès en 99, rouge et rosé. Cabardès qui sera situé vraiment à l'extrême, presque on arrive dans les Pyrénées orientales, et j'ai plus l'autre département, l'Ariège. Donc vraiment c'est Cabardès Malpère aussi, regardez, ils sont à côté. C'est vraiment les deux appellations les plus au contrefort avec Limoux. Donc les deux sont produits en rouge et rosé, où Malpère est la seule AOP non rattachée au Languedoc. Donc admettons que je suis vigneron à la Clappe, à Faugères et au Pic Saint-Loup, ça me fait beaucoup d'exploitation avant de manger, je peux revendiquer le Languedoc. Et bien sûr, on retrouve quelques IGP. Donc régional, on va retrouver l'IGP Pays d'Oc, qui est l'ex-vin de Pays d'Oc, créé en 1987 et protégé au niveau européen depuis 2009. On va retrouver 3 IGP départementales, Hérault, Aude et Gard en 2009. Donc IGP Hérault, vous devez peut-être connaître si vous êtes amateur de grands vins difficiles à trouver. Et IGP de zone, donc on va retrouver IGP Terre du Midi qui regroupe les 3 IGP départementales avec un cahier des charges un peu plus ou un peu moins restreint. Comme toujours, la cerise sur le gâteau, finissons par les vignerons et vigneronnes emblématiques. Donc je tenais à représenter domaine Léon Barral, donc Didier Barral, maître du schiste à Faugères, façonne des vins sans soufre. Même non, il en met parfois, mais quand il se sent obligé, où la minéralité jaillit. Donc ces cuvées élevées sous voile révèlent la roche plus que le raisin. C'est vraiment, je suis allé sur place, pour moi c'est un artiste vraiment de la nature, parce qu'il ne revendique pas que la vigne. Il y a tout un ensemble et une philosophie culturelle derrière. En tout cas, je vous le recommande quand vous buvez une bouteille, c'est vraiment vous buvez du Faugère et pas forcément du Barral. On va retrouver Aimé Guibert. Dès 1974, il a osé planter du Cabernet et du Chardonnay sur les cailloutis du terrasse, donc principalement autour d'Agnan. Donc son pari fou a donné le Mas Domas Gassac, donc entre guillemets le Lafite du Larzac, une révolution pour la région. Un vigneron que j'apprécie personnellement aussi, au même rang que Léon Barral, à Jonquière, Olivier Julien, avec 2 L, hein, Julien, a fondé en 1985 Majulien sur des terrains calcaires du Larzac. Donc Majulien est devenu la référence du Languedoc pour son style à la fois puissant et élégant. Et c'est des vins que moi j'estime grandioses et à la fois abordables selon la qualité qu'on a dans le verre. Surtout ces blancs. On va retrouver bien sûr Laurent Vaillé, paix à son âme, qui est maintenant où son frère Bernard Vaillé a repris depuis le millésime 2021, donc de la Grange des Pères. Et enfin une vigneronne très très emblématique, et pour le coup j'ai goûté une ou deux fois ces vins, c'est grandiose. Je compare ça comme peut-être un rubimane avec un autre papillon. C'est à la fois intense et élégant. C'est donc la vigneronne Marlène Soria, qui était une ancienne entrepreneuse immobilière, qui a fondé Domaine Père Rose au début des années 90 sur 25 hectares entre schiste et calcaire à Saint-Pargoire, donc vraiment plus au sud des terrasses. Donc en biodynamie bien sûr, elle crée des rouges iconiques comme les cystes, donc un assemblage de Syrah, Grenache et Carignan, et Marlène numéro 3 avec, il me semble, du Tempranillo, si je ne dis pas des conneries, et ainsi que des blancs fins de Rolle et Roussanne.
Donc c'est une pionnière avant-gardiste. Elle a hissé Perroz au rang des domaines de référence du Languedoc, avec une particularité, c'est qu'elle garde ses vins à la fois en fût et après en bouteille, je crois 7 ans, donc 10 ans au total, avant de les vendre. C'est-à-dire qu'on est en 2025 et on a la location des années 2015 à ce jour. C'est pas une volonté, ça a été par défaut, puisque ces vins, elle ne les vendait pas dans les années courant 90. Et petit à petit, elle s'est fait un petit nom. Et du coup, elle a estimé que ces vins devaient attendre un minimum de 10 ans. D'élevage pour être à leur quintessence, et même bien plus. Donc, grande vigneronne que je respecte totalement. Euh, donc voilà, concernant le Languedoc, ça fait beaucoup d'infos. On va poursuivre avec le Roussillon également, où il y a beaucoup d'informations, notamment les vins doux naturels. Voilà, donc je dézoome un petit peu. J'espère que cette masterclass vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner des infos. Et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me demander. Moi, je suis dans le coin, on peut se voir et où je peux vous faire des recommandations. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, bonnes vacances à ceux qui sont pris des jours de congé. Et je vous dis à plus.